Nous sommes à Munich le 8 novembre 1939. La Seconde Guerre mondiale a éclaté depuis 2 mois et la campagne de Pologne a pris fin le 6 octobre. Comme chaque année, depuis son accession au pouvoir, Hitler vient commémorer, dans la brasserie Burgenbraukeller, son putsch raté du 8 novembre 1923, donnant une dimension héroïque à ce qui n'avait été qu'un pitoyable échec. Il est 20h, lorsqu'Hitler paraît devant 3 à 4 000 de ses admirateurs, en présence de la plupart des grands dignitaires du régime, Himmler, Goebbels, Ribbentrop, Bormann, Hess. Il y tient son habituel discours, mais ce soir-là, il ne parle qu'une 50aine de minutes, soit presque 2 fois moins longtemps qu'à l'ordinaire. Et au lieu de s'attarder ensuite avec ses partisans, Hitler quitte la salle dès 21h. Car, en raison du brouillard qui vient de tomber sur Munich, il ne lui est plus possible de regagner Berlin en avion, et il a prévu de repartir par train à 21h30. Après le départ d'Hitler, il ne reste plus dans la salle de la brasserie que quelques policiers, SS et membres du parti, lorsqu'à 21h20, une explosion dévaste la pièce, tuant 8 personnes et en blessant 63 autres. Le Führer vient d'échapper à un attentat destiné à l'éliminer. L'enquête menée par la Gestapo aboutira très rapidement à l'identification de l'auteur de cet attentat. Il s'agit d'un communiste allemand, ancien menuisier et depuis 1936 ouvrier dans une fabrique d'armatures métalliques à Heidenheim, du nom de Georges Elser. Celui-ci a en effet été arrêté le soir même par les douaniers à la frontière avec la Suisse, portant sur lui un fragment de détonateur et une carte postale représentant la brasserie et sur laquelle il avait marqué une des colonnes d'une croix rouge. Interrogé sous la torture dans la nuit du 12 au 13 novembre, Elser reconnaît être l'auteur de l'attentat. Après avoir subtilisé des explosifs et des détonateurs dans une carrière où il s'était fait embaucher, il avait fabriqué un mécanisme de mise à feu à retardement et pendant les 2 mois précédant l'attentat, il était venu tous les soirs dîner à la brasserie pour s'y dissimuler durant la nuit et creuser, soir après soir, un trou dans un pilier pour pouvoir y dissimuler le 3 novembre sa bombe en programmant la détonation afin qu'elle explose le 8 novembre entre 21h15 et 21h30. Reinhard Heydrich, l'adjoint de Himmler, est persuadé que cet attentat a été préparé par les services secrets britanniques. Mais Elser maintiendra toujours avoir agi seul, en expliquant avoir voulu assassiner Hitler pour éviter qu'il n'entraîne l'Allemagne dans une guerre sanglante. Elser ne sera jamais jugé pour son acte. Incarcéré au camp de concentration de Sachsenhausen, puis à partir de 1944 à celui de Dachau, il y est relativement bien traité en qualité de prisonnier spécial, jusqu'à son exécution par les SS le 9 avril 1945 sur ordre supérieur. Cet attentat manqué n'était pas le premier. Ainsi, un citoyen suisse, Maurice Bavo, estimant qu'Hitler était un danger pour l'humanité, avait déjà projeté de l'assassiner le 9 novembre 1938 à Munich à l'occasion d'une marche commémorative. Armé d'un petit pistolet de calibre 6 mm 35, il n'avait cependant pas pu mettre son projet à exécution, car il était placé trop loin d'Hitler et était gêné par les spectateurs se trouvant devant lui. Renonçant alors à son projet, il avait été arrêté quelques jours plus tard dans le train à l'occasion d'un banal contrôle du billet, en possession de son arme et de documents compromettants.
Après avoir avoué sous la torture, il a comparu devant le tribunal du peuple qui l'a condamné à mort le 18 décembre 1938, sans que son pays, la Suisse, intervienne. Guillotiné le 14 mai 1941, il ne sera réhabilité qu'en 1956. Il ne pouvait cependant s'agir que d'actes isolés, car depuis l'arrivée au pouvoir d'Hitler, toute opposition structurée a été impitoyablement éliminée. Les opposants ont été soit arrêtés et internés dans les camps de concentration mis en place dans le pays, soit contraints à l'exil. La seule institution capable de résister à Hitler restait l'armée, dont la plupart des hauts gradés se sont inquiétés de son aventurisme dès 1936, mais plus encore en 1938, lors de la crise des Sudètes, à laquelle j'ai fait allusion dans le premier épisode. Le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, le général Ludwig Beck, estimait en effet que l'armée n'était pas prête à affronter simultanément sur deux fronts, les Tchèques d'une part et les Franco-Britanniques d'autre part. Échouant à faire changer Hitler d'avis, Beck avait démissionné le 18 août 1938 et avait même envisagé, au cours du mois de septembre, avec le soutien de l'amiral Wilhelm Canaris, le responsable du service de renseignement de l'armée, l'Abwehr, et de certains officiers généraux, de renverser le Führer à l'occasion d'un coup d'État militaire. Mais la signature des accords de Munich le 30 septembre 1938 et l'annexion des Sudètes début octobre sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré, mettra un terme à ce projet. Mis à la retraite d'office, Beck, dont le prestige reste important au sein de l'armée, a néanmoins continué à comploter avec des généraux comme Karl Heinrich von Stülpnagel, commandant en chef des forces d'occupation en France, Friedrich Olbricht, chef d'état-major de l'armée de réserve de l'intérieur, l'Ersatzheer, Fritz Feldgiebel, chef des communications aux forces armées, Günther von Klug, chef du groupe d'armée centre sur le front de l'Est, mais aussi avec des personnalités civiles, comme Karl Goerdeler, maire de Leipzig jusqu'en 1937, et opposant déclaré du nazisme dès 1933. Les succès militaires d'Hitler en Pologne, puis en France, et en Union soviétique en 1941 et 1942, ont toutefois affaibli l'opposition au sein de l'armée. Et ce n'est qu'à partir de la défaite de Stalingrad, en février 1943, que les militaires opposés à Hitler songent à nouveau à un coup d'État militaire. Et pour y parvenir, l'amiral Canaris a un plan. Utiliser Valkyrie, l'ordre de mobilisation de l'armée de réserve de l'intérieur, mis en place dès 1942 pour réprimer toute révolte éventuelle des millions de travailleurs étrangers se trouvant sur le territoire du Reich, et qui sont 8 millions en 1944. Son chef d'état-major, le général Olbricht, se charge de remanier ce plan afin que, sous le prétexte de maintenir l'ordre, la proclamation de l'état d'urgence donne tout pouvoir à l'armée pour occuper les ministères et les organes du parti, les stations de radio et les centraux téléphoniques, et lui donne autorité sur toutes les autres forces armées, y compris les unités de la SS, et ce, au besoin par la force, en cas de résistance. Leur projet est de mettre sur pied, après le coup d'État, un gouvernement de salut public, dont Goerdeler aurait été le chancelier et Beck le président, et qui aurait aussitôt cherché à négocier la paix avec les Alliés. Mais pour que ce coup d'État réussisse, et qu'une paix honorable pour l'Allemagne soit envisageable, les conjurés en sont arrivés, non sans trouble de conscience, à la conclusion qu'il fallait d'abord supprimer Hitler.
Les tentatives d'attentat vont ainsi se multiplier à partir du printemps 1943, mais à chaque fois, Hitler y réchappera, bénéficiant d'une chance insolente qui fera dire à certains historiens qu'il était dans la main du diable. Le 11 mars 1943, l'officier d'ordonnance du maréchal Ernst Busch, le capitaine Eberhard von Brandenburg, armé d'un pistolet, projette d'assassiner Hitler au cours d'une réunion au Berghof à Obersalzberg, mais au dernier moment, il ne peut pas participer à la réunion qui se déroule sans les officiers d'ordonnance. Le 13 mars, à l'issue de la visite du Führer au quartier général de l'armée du centre à Smolensk, le lieutenant Fabian von Schlabrendorf remet à l'aide de camp d'Hitler, le colonel Heinz Brandt, un paquet contenant 2 bouteilles de cognac, dans lesquelles ont été dissimulés des explosifs, en lui demandant de remettre ce paquet à son retour à Berlin au général Helmut Stief comme cadeau. À 15 heures, l'avion ramenant Hitler à Berlin, un quadrimoteur Focke-Wulf 200 Condor, décolle avec Brandt et le colis piégé, qui était réglé pour exploser en plein vol, ce qui aurait pu passer pour un accident aérien. Mais 2 heures plus tard, l'avion atterrit sans encombre à Berlin, obligeant Schlabrendorf à se rendre en urgence dans la capitale allemande pour récupérer des mains de Brandt le paquet en prétextant une erreur. Après vérification, il devait constater que le détonateur, sans doute défectueux ou gelé à cause du froid en altitude, n'avait pas fonctionné. 8 jours plus tard, le 21 mars, le colonel Rudolf Christoph von Gersdorf se porte volontaire pour accomplir un attentat suicide à l'aide d'une ceinture d'explosifs afin de se faire sauter avec Hitler à l'occasion d'une exposition de prises de guerre au musée de l'armée à Berlin. Le détonateur était réglé sur 45 minutes. Mais le Führer, de mauvaise humeur ce jour-là, bâcle sa visite en à peine plus de 10 minutes et quitte rapidement le hall d'exposition. Gersdorf ne peut dès lors qu'aller se dissimuler dans les toilettes pour y désamorcer sa bombe. En novembre 1943, c'est le jeune officier Axel von dem Busch-Streithorst qui se porte volontaire à son tour pour un attentat suicide à l'occasion de la présentation à Hitler, le 16 novembre, d'un nouveau modèle de capote militaire. Mais la veille, le convoi ferroviaire transportant les nouveaux uniformes est détruit par un raid aérien allié, ce qui entraîne l'annulation de la présentation. Le major Ewald Heinrich von Kleist-Schmezzin se propose alors de rééditer cette mission suicide lors d'une autre présentation d'uniforme prévue pour le 11 février 1944. Mais au dernier moment, Hitler a annulé sa présence. En effet, comme beaucoup de dictateurs, le Führer n'a pas d'agenda fixe et modifie ou supprime souvent au dernier moment ses déplacements. Ces échecs répétés ne découragent cependant pas les conjurés, en particulier le colonel Klaus von Stauffenberg, qui, en mars 1943, alors qu'il était officier d'état-major en Afrique du Nord, a été grièvement blessé, perdant son œil gauche, sa main droite et 2 doigts de sa main gauche. Aristocrate catholique, issu d'une famille dont les origines remontent au XIVe siècle, Stauffenberg a rapidement été révolté par la barbarie nazie dont il a été le témoin pendant la guerre, spécialement sur le front de l'Est, ainsi que par l'aventurisme d'Hitler menant l'Allemagne au désastre. À partir de 1942, il a pris contact avec le cercle de Kreisau, regroupant des aristocrates prussiens et des militants syndicalistes cherchant à préparer l'après-nazisme, mais aussi avec les conjurés militaires menés par Beck et Goerdeler.
Balayant les résistances et les cas de conscience des uns et des autres, Stauffenberg s'est décidé à éliminer personnellement Hitler. Ayant repris le service actif malgré ses blessures, il est nommé le 1er juillet 1944 chef d'état-major du commandant de l'armée de l'intérieur, le général Friedrich Fromm, ce qui lui donne l'occasion d'approcher le Führer. Il y a d'ailleurs urgence à agir, car les conjurés ne sont malheureusement pas assez discrets, et la Gestapo commence à resserrer son étau autour d'eux. L'amiral Canaris a dû quitter la tête de l'Abwehr avant d'être mis aux arrêts en forteresse le 11 février 1944. Et un mandat d'arrêt a été lancé contre Gördeler le 17 juillet 1944. Une première occasion se présente pour Stauffenberg le 11 juillet, lors d'une réunion au Berghof. Mais Stauffenberg veut aussi éliminer Himmler. Or, celui-ci est absent. Une nouvelle occasion se présente le 15 juillet à la Wolfschanze, la tanière du loup, le quartier général d'Hitler en Prusse orientale, près de Rassenburg, aujourd'hui Kärszyn en Pologne. Et cette fois, Himmler et Göring sont présents. Mais Hitler a quitté prématurément la réunion. Alors que de son côté, Olbricht, profitant de l'absence de Fromm, avait déjà déclenché Valkyrie à Berlin. Heureusement pour les conjurés, il a pu annuler l'ordre à la hâte en faisant croire à un exercice d'alerte. À nouveau convoqué à la tanière du loup pour le 20 juillet, Stauffenberg est cette fois décidé à agir, même en l'absence d'Himmler et de Göring. Le quartier général d'Hitler est un vaste complexe de 6 km et demi, divisé en 3 zones de sécurité, camouflées par la végétation, et il est sévèrement gardé par 7 compagnies d'élite lourdement armées. Accompagné de son aide de camp, le lieutenant Werner von Haeften, Stauffenberg franchit sans difficulté les nombreux contrôles et se prépare à assister à la conférence journalière regroupant autour d'Hitler les grands chefs militaires. Keitel et Jodl pour le haut commandement de l'armée, Korten pour la Luftwaffe, Voss pour la Kriegsmarine, etc. Ce jour-là, la conférence a été avancée à 12h30 au lieu de 13h, en raison de la visite de Mussolini prévue pour 14h30. Elle doit se tenir dans un baraquement de 12 mètres sur 5, une pièce simplement meublée de quelques banquettes, et au centre, d'une grande table rectangulaire en chêne de 6 mètres de long, reposant sur des piétements massifs en bois. Il fait très chaud en ce 20 juillet, et on a laissé les fenêtres grandes ouvertes. Avant d'entrer dans la salle de réunion, Stauffenberg s'absente quelques instants sous le prétexte d'aller chercher sa casquette et entreprend d'amorcer les 2 bombes qu'il transporte dans sa serviette. Mais pris par le temps et gêné par son handicap physique, il ne parvient à n'en amorcer qu'une. Pendant la conférence, il dépose sa serviette contre un des piétements de la table, tout près d'Hitler, puis s'absente sous le prétexte de devoir téléphoner d'urgence. Tandis qu'au centre de communication du quartier général, Feldgiebel doit, de son côté, bloquer toute transmission entre la tanière du loup et l'extérieur. À 12h42, une énorme explosion dévaste le baraquement. Les fenêtres ont volé en éclats, le plafond s'est effondré, le plancher soulevé, et la table, coupée en 2, a été fracassée. Stauffenberg a entendu l'explosion et vu l'épaisse fumée se dégageant du bâtiment. Il ne peut qu'être convaincu qu'Hitler est décédé. Il lui faut maintenant regagner Berlin, où les conjurés doivent déclencher Valkyrie.
il parvient à convaincre les gardes des 3 points de contrôle successifs de le laisser passer et rejoint l'aéroport, d'où il redécolle à 13h15, tandis qu'en chemin, Haeften s'est débarrassé du second explosif non amorcé. Pendant ce temps, à Berlin, les conjurés se sont regroupés dans l'immeuble du Bendler Block, le siège du commandement suprême de l'armée de terre. Aussitôt après l'explosion, ils ont reçu un appel téléphonique de Feldgiebel, mais la communication était mauvaise, et personne n'a compris si Hitler était mort ou non dans l'attentat. Faute d'informations plus précises, Olbricht, échaudé par le précédent du 15 juillet, préfère ne rien faire, de telle sorte que lorsque Stauffenberg atterrit à Berlin à 15h30, il apprend stupéfait que l'ordre Valkyrie n'a toujours pas été lancé. 3 heures ont ainsi été perdues, que Stauffenberg, qui ne peut arriver au Bender Block que vers 17h, va désespérément tenter de rattraper. Il faut immédiatement déclencher Valkyrie. Mais le commandant de l'armée de l'intérieur, le général Fromm, qui avait paru adhérer au moins tacitement au complot, hésite et préfère d'abord téléphoner au quartier général à Rassenburg, où les communications ont été rétablies dès 16h. Et apprenant de Keitel qu'Hitler n'est pas mort, il refuse de participer à l'opération. Car oui, Hitler a réchappé à l'attentat. Son aide de camp, Brandt, gêné par la serviette piégée posée par Stauffenberg, l'a machinalement déplacé de l'autre côté du piétement de la table, à l'opposé d'Hitler, ce qui a certainement sauvé la vie de celui-ci. Protégé de l'onde de choc par la lourde table de chêne, le Führer n'est que légèrement blessé, les cheveux roussis, les tympans brisés et le pantalon en lambeaux. Mais l'explosion a tout de même causé 4 morts et plusieurs blessés. À Berlin, Olbricht et Stauffenberg, qui continue à affirmer avec force qu'Hitler est bien mort, décident d'arrêter Fromm et de lancer Valkyrie à 17h30. Certaines mesures de l'opération commencent enfin à être mises en œuvre, non seulement dans la capitale, mais aussi dans plusieurs autres villes, comme Prague, Vienne, et surtout à Paris, où Stülpnagel fait arrêter plus d'1 millier d'officiers et responsables SS, dont Karl Oberg, le chef supérieur de la SS et de la police, et son adjoint direct Helmut Knochen. Le ministre de la propagande, Joseph Goebbels, est alors le plus haut dignitaire nazi présent à Berlin. Il sait qu'Hitler a réchappé à l'attentat, mais inquiet pour la suite des événements, il porte sur lui une capsule de cyanure en cas d'arrestation. En effet, le major Otto Ernst Remer, commandant du bataillon de la garde, a reçu de son supérieur, le commandant de la ville de Berlin, le général Paul von Haase, l'ordre d'arrêter Goebbels. Bien que nazi fanatique, Remer est persuadé qu'Hitler est mort, et en militaire discipliné, il obéit aux ordres de ses supérieurs. Mais lorsqu'il se présente devant le ministre de la propagande, celui-ci appelle devant lui la tanière du loup au téléphone et lui passe le Führer, dont Remer reconnaît immédiatement la voix. Promu sur le champ colonel, Remer est chargé par Hitler d'écraser le coup d'État. Dans la plus grande confusion, refus et défections se multiplient malgré les efforts de Stauffenberg qui continue d'affirmer qu'Hitler est bien mort. Mais à 18h45, Radio Berlin, que les conjurés ont négligé d'occuper, annonce l'échec de l'attentat contre Hitler. Et à partir de 19h, le Bendler Block commence à être encerclé par les troupes fidèles au régime. À 20h20, Keitel adresse par téléscripteur un message à tous les commandants en chef, annonçant qu'Himmler venait d'être nommé commandant en chef de l'armée de l'intérieur, et que, je cite, « tous ordres émanant de Fromm
Witzleben ou Höppner sont nuls et non à nu. Enfin, à 21h, la radio annonce que le Führer s'adressera en personne au peuple allemand dans la soirée. Cette fois, la partie est perdue pour les conjurés. Vers 22h30, Fromm est libéré par des officiers ayant retourné leur veste devant l'évolution des événements. Et il fait immédiatement arrêter les conjurés. Inquiet pour son propre sort, car même s'il ne s'était pas engagé activement dans le complot, il en connaissait l'existence depuis des mois, Fromm fait exécuter précipitamment Stauffenberg et Olbricht, ainsi que leurs aides de camp respectifs, Haeften et Merz von Kirnheim, espérant ainsi effacer toute trace de sa propre responsabilité. À Paris, Stülpnagel est isolé, car Klug, qui a succédé à Rommel, grièvement blessé le 17 juillet sur le front de Normandie par une attaque aérienne contre sa voiture, a préféré rester passif. Stülpnagel n'a pas d'autre choix que de faire libérer tous les SS. Le complot a définitivement échoué. Vers minuit, Hitler s'exprime à la radio et déclare, entre autres, je cite, « Si je m'adresse aujourd'hui à vous, c'est afin que vous entendiez ma voix et sachiez que je suis sain et sauf. Une toute petite clique d'officiers ambitieux, sans foi et d'une bêtise criminelle, a fomenté un complot pour me supprimer et avec moi l'état-major de la Wehrmacht. Cette fois, nous réglerons les comptes comme nous, nationaux-socialistes, avons coutume de le faire. » Et de fait, la vengeance d'Hitler sera terrible. Plusieurs vagues d'arrestations sont lancées, non seulement contre les conjurés et leur entourage, mais également contre tout adversaire réel ou supposé du régime. Certains historiens ont ainsi avancé le chiffre de 5000 à 7000 arrestations. Pour éviter que les officiers impliqués dans le complot soient jugés par un tribunal militaire, Hitler a mis sur pied un conseil d'honneur composé des maréchaux Gerd von Rundstedt et Wilhelm Keitel et du général Heinz Guderian, dont le rôle a été d'exclure de l'armée ses généraux et officiers supérieurs, afin de pouvoir les faire juger par le tribunal du peuple, présidé par le sinistre Roland Freisler, un ancien bolchevique devenu, à partir de 1924, un nazi fanatique, fervent admirateur de la technique appliquée en Union soviétique par le procureur général Andrei Vyshinsky à l'occasion des procès de Moscou des années 30. Les procès vont se succéder à partir du 7 août 1944, comparaissant les traits marqués par leurs interrogatoires sous la torture, mal rasés et habillés de vêtements informes, sans pouvoir retenir leurs pantalons par une ceinture. Tout est fait pour humilier les accusés. Et dès qu'ils essayent de prendre la parole pour justifier leurs actes, ils sont interrompus par un Freisler enragé qui, en hurlant, les couvre d'insultes. Et pourtant, malgré tous ces efforts pour les rabaisser, les accusés ont su faire preuve de dignité et de courage. Certains parvenant à tenir tête à Freisler, tel Feldgiebel, lui conseillant, je cite, de se dépêcher de les faire pendre sous peine d'être lui-même pendu avant les condamnés. De fait, les accusés sont tous condamnés à mort et exécutés dès le lendemain par pendaison à des crochets de boucher, un mode d'exécution considéré par Hitler comme particulièrement déshonorant. Seul Fromm, qui n'a pu échapper à une condamnation, obtiendra d'être fusillé le 19 mars 1945. Ces exécutions ont été filmées à la demande d'Hitler, qui se les fera projeter dans son quartier général. Le nombre exact des exécutions reste incertain. Plusieurs centaines sans doute. Certaines dans les tout derniers instants du régime, tel l'amiral Canaris, pendu le 9 avril 1945. Plusieurs officiers impliqués choisirent le suicide. Ainsi, von Treschow, dès le 21 juillet, avec une grenade,
Eduard Wagner le 23 d'une balle dans la tête. Klug par le poison le 18 août. Convoqué le 21 juillet à Berlin pour s'expliquer sur son attitude, Stülpnagel ratera son suicide et, devenu aveugle et impotent, il sera jugé le 29 août, allongé sur une civière et pendu le lendemain. Restait le cas du maréchal Rommel, dont le nom avait été prononcé par certains des conjurés lors d'interrogatoires menés sous la torture. Depuis le débarquement en Normandie, Rommel estimait que l'Allemagne ne pouvait pas poursuivre une guerre sur plusieurs fronts. Et il avait tenté de convaincre Hitler de mettre fin à la guerre, au moins avec les anglo-saxons. Grièvement blessé le 17 juillet par le mitraillage de sa voiture, il n'avait joué aucun rôle dans l'attentat du 20 juillet. Mais il avait été en contact avec les conjurés et s'était rallié au projet de destitution d'Hitler, préférant toutefois qu'il soit jugé et non pas assassiné. Rommel était certainement en Allemagne l'officier le plus populaire et représentatif du Troisième Reich. Et le traduire devant le tribunal du peuple pour trahison aurait terni l'image du régime. Aussi, Hitler envoya-t-il le 14 octobre 1944 à son domicile 2 généraux qui lui donnèrent le choix entre le suicide et un procès. Pour sauver sa femme et son fils, Rommel choisit de suivre les généraux et d'avaler en route du poison. Déclaré mort des suites des blessures reçues le 17 juillet, il reçut des funérailles nationales et sa famille n'eut pas à subir de représailles. Son fils, Manfred, devint après la guerre le maire chrétien-démocrate de Stuttgart pendant 22 ans. Les procès se poursuivront pendant toute la fin de l'année 1944 et le début 1945, jusqu'à ce qu'un bombardement aérien détruise le 3 février 1945 le palais de justice de Berlin, ensevelissant le juge Freisler sous les décombres, ce qui sauva la vie de Schlabrendorff, qui devait être jugé le même jour. L'attentat manqué du 20 juillet 1944 fut le dernier fomenté contre Hitler. Plus rien, désormais, ne l'empêchera de mener l'Allemagne vers l'abîme.